Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque aux secrets de la prospérité financière, mais d'une manière un peu différente. Pas de graphique complexe, pas de jargon boursier. Notre source, c'est un récit personnel absolument incroyable. La chèvre de ma mère de Ricardo Cagnama. L'idée, c'est vraiment d'extraire de cette histoire toute la sagesse pratique pour bâtir un patrimoine quand on part de rien. C'est une exploration qui peut littéralement transformer une mentalité. C'est exactement ça. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on part d'une histoire, d'une simplicité presque biblique, on pourrait dire. C'est une parabole, mais elle contient un modèle universel pour l'indépendance financière. On va voir comment une sagesse ancestrale, incarnée par une chèvre, se connecte à des principes financiers modernes. Et le livre le prouve. La méthode, la psychologie, c'est souvent bien plus important que le capital de départ. Cette fameuse parabole. L'histoire de la mère de l'auteur. Ça commence par un drame en fait. Le père de Cagnama, c'est un homme prospère. Il avait une grande ferme, du bétail. Mais il tombe malade et il meurt. L'auteur n'a que 6 ans à ce moment-là. Et c'est là que tout bascule, à cause d'une coutume. Dans leur village, c'est le système du matriarcat qui prévaut. Alors, attention, ce n'est pas le matriarcat au sens où les femmes ont le pouvoir. C'est un système matrilinéaire. Concrètement, ça veut dire que l'héritage se transmet par la lignée de la mère. Les biens d'un homme ne vont ni à sa femme, ni à ses enfants, mais à son clan maternel, ses sœurs, ses oncles. Ah oui, donc du jour au lendemain, la veuve et ses enfants se retrouvent avec rien. C'est ça. Exactement. Dépouillés. Les cousins paternels arrivent et prennent absolument tout. La ferme, les troupeaux, les récoltes. Et par pitié, on va dire, ils laissent une seule chose à la mère de l'auteur et à sa coépouse, le père était polygame. Une chèvre. Une chèvre chacune. C'est tout leur héritage. On imagine le désarroi. Et la faim, surtout. La famille a faim, les enfants pleurent, et ils supplient leur mère de tuer cette unique chèvre pour manger. Et c'est là, c'est le moment décisif. Le cœur de toute la philosophie du livre est dans cette décision. Un dilemme terrible. La survie immédiate ou un futur totalement incertain. Alors que fait-elle ? Elle refuse, catégoriquement. Malgré la faim, malgré les larmes, elle leur dit cette phrase fondamentale « Si nous mangeons cette chèvre, nous mangeons notre avenir ». Elle va même lui donner un nom, elle l'appelle Mussoloni, ce qui veut dire « source de la vie ». Pour elle, ce n'est pas un repas. C'est un capital. C'est une vision hallucinante de lucidité dans une telle situation. Et j'imagine que la suite lui donne raison. Absolument. La chèvre se reproduit. Un chevreau puis 2. En quelques années, l'unique chèvre est devenue un troupeau. Et ce troupeau va payer l'éducation des enfants, subvenir à tous leurs besoins. Ils retrouvent leur niveau de vie d'avant. C'est une leçon de résilience, mais c'est surtout une masterclass de stratégie financière. Ce qui est très fort, c'est que le livre ne s'arrête pas là. Il compare cette décision à 2 autres comportements. Il y a d'abord la coépouse, la belle-mère. C'est ça. Elle a le même problème, elle reçoit la même chèvre. Mais elle fait le choix inverse. Poussée par la nécessité, elle choisit la consommation immédiate. Elle tue sa chèvre. Sa famille mange. Le soulagement est de très courte durée. Et après ce repas, il n'y a plus rien. Plus aucune possibilité de croissance. Son capital est anéanti. Et le 3e cas de figure, ce sont les cousins. Ceux qui, justement, ont tout hérité. Et ça, c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Les cousins partent avec une richesse énorme. Un grand troupeau, des terres. Mais ils n'ont pas la mentalité pour la gérer. En très peu de temps, ils dilapident tout. Ils vendent les bêtes, ils dépensent sans compter. L'auteur le résume comme ça. Sa mère part de 1 pour arriver à 100. Et les cousins partent de 100 pour arriver à 0. La conclusion est sans appel. La gestion est infiniment plus cruciale que l'héritage. Posséder la richesse ne sert à rien si on n'a pas la psychologie pour la préserver et la faire fructifier. C'est frappant. On comprend bien comment cette histoire a pu l'inspirer. Mais comment est-ce qu'il fait le lien, lui, des années plus tard, entre cette chèvre et ses propres finances, qui étaient au plus bas, si j'ai bien compris ? C'est le 2e grand moment du livre. Après l'université, Cagnama vit une énorme désillusion. Il a un diplôme de philo, mais il trouve un job d'enseignant payé une misère. 15 $ par mois. 15 $. Oui. Il est piégé dans la pauvreté. Son éducation ne lui a rien appris sur l'argent. Il cite cette phrase terrible. « L'école peut tout apprendre, sauf comment remplir ses poches. » Une situation que beaucoup de gens peuvent comprendre. Et c'est là qu'il a son épiphanie ? Oui. Un jour, il repense à l'histoire de sa mère. Et il fait le parallèle.
un parallèle direct. Il se demande, c'est quoi l'équivalent d'une chèvre aujourd'hui? Il se renseigne. À l'époque, une chèvre, ça coûtait environ 50 $. Ce chiffre devient son objectif. Économiser 50 $. Ce sera sa première chèvre à lui, une chèvre de papier. Une chèvre qu'il va s'interdire de tuer. Mais comment on économise 50 $ quand on gagne 15 $ par mois? Ça paraît impossible. Et c'est là que le sacrifice entre en jeu. Il raconte que ça lui a pris 5 mois. 5 mois de privation extrême. Parfois, il avait faim. Mais cet effort, c'est l'acte fondateur. En réussissant, il s'est prouvé qu'il pouvait prendre le contrôle. Il a créé son premier capital, à partir de rien, exactement comme sa mère. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste mettre de l'argent de côté, il y a une dimension psychologique bien plus profonde. C'est le point clé. Ce n'est pas de l'épargne classique. C'est un changement complet de perception de l'argent. Pour la plupart des gens, l'argent, c'est fait pour être dépensé. On le gagne, on le dépense. Kaniyama, lui, il décide qu'une partie de son argent n'est plus de l'argent. C'est une semence, un actif productif. C'est la différence entre mettre des graines dans un bocal et les planter en terre pour qu'elles germent. C'est une image très puissante. Alors, pour rendre ça concret, il propose un modèle, une sorte d'échelle pour s'auto-évaluer. Les 4 marches vers la richesse. C'est un outil de diagnostic très simple et très efficace. La première marche, tout en bas, ce sont les pauvres chroniques. L'équation est simple, revenus inférieurs aux dépenses. Ils vivent systématiquement au-dessus de leurs moyens, et la conséquence, c'est l'endettement. Juste au-dessus, on a la deuxième marche, les pauvres équilibrés. Eux, leur formule, c'est U, revenu égale dépenses. Ils dépensent tout ce qu'ils gagnent. Bon, ils n'ont pas de dette, c'est déjà mieux, mais ils vivent sur le fil. Aucune marge de manœuvre. Le moindre imprévu, une panne, une maladie, et hop, ils basculent dans la catégorie d'en dessous. C'est très précaire. Et la troisième marche, qui est sans doute la plus commune, ce sont les pauvres moyens. Exactement. Et attention, là ça devient subtil. Ces gens-là, ils épargnent. Mais, et c'est le point crucial, ils épargnent dans un but de consommation. Pour acheter une voiture, partir en vacances, changer de téléphone, l'argent est mis de côté, mais avec l'intention finale d'être dépensé, d'être tué, pour reprendre son analogie. C'est un peu contre-intuitif ça. On nous dit tout le temps que l'épargne c'est bien, mais là, il nous dit que cette épargne-là ne mène pas à la richesse. Alors quelle est la dernière marche? La quatrième marche, ce sont les riches. Et Kaniyama ne définit pas la richesse par un montant, mais par une méthode. Leur formule, c'est revenu égale dépenses plus épargne d'investissement. La différence, elle est là. C'est l'intention. L'argent mis de côté n'est pas destiné à être consommé. Il est destiné à être investi. Pour générer encore plus d'argent. Pour acheter d'autres chèvres. Le vrai changement, le vrai basculement, il se situe donc entre la marche 3 et la marche 4. Ce n'est pas tant la capacité à épargner qui compte, mais ce qu'on prévoit d'en faire. Précisément. C'est ça qui change tout. Le vrai changement, c'est qu'on l'épargne cesse d'être une simple mise en attente avant une dépense et devient un outil de multiplication. Et pour que ce soit concret, il donne une règle très simple. Épargner pour investir au moins 1/10 de tout ce que l'on gagne. Et attention, pas 10% de ce qui reste à la fin du mois, 10% de tout ce qui rentre, avant toute autre dépense. C'est le premier pas pour que l'argent travaille pour soi. Pour rendre ça encore plus parlant, il a une autre analogie que je trouve géniale, celle de la chèvre contre le bouc. Ah oui, elle est excellente parce qu'elle est très visuelle. Dans un troupeau, un bon éleveur ne sacrifie jamais ses femelles, les chèvres. Ce sont elles qui assurent la croissance du troupeau. En revanche, les mâles, les boucs, on peut les vendre ou les consommer. Ça ne compromet pas l'avenir de l'élevage. Et donc, appliqué à la finance. La chèvre, c'est un actif. C'est une transaction qui conserve ou augmente la richesse. Un investissement immobilier qui génère un loyer, une action qui verse un dividende. Ça, c'est une chèvre. Le bouc, c'est un passif. C'est une transaction qui diminue la richesse. Le restaurant, les vêtements, les vacances, ce sont des boucs. L'exemple qu'il donne et qui est une vraie claque pour beaucoup de gens, c'est celui de la voiture. C'est un exemple radical mais très éclairant. Pour lui, une voiture personnelle, c'est l'archétype du bouc. Non seulement son achat tue un capital important, la première grosse chèvre, mais elle continue de dévorer les futures chèvres chaque mois. L'essence, l'assurance, l'entretien, la dépréciation. C'est une machine à appauvrir en fait. C'est une logique implacable, et ça s'applique aussi aux petits boucs du quotidien, j'imagine. Le café à emporter, l'abonnement inutile. Absolument. Kaniyama invite à se poser la question à chaque dépense.
Est-ce que 7 € va acheter une chèvre ou un bouc? Est-ce qu'il va travailler pour moi ou disparaître à jamais? Ça force une prise de conscience. Mais le livre va encore plus loin. Il explique que les obstacles ne sont pas que dans notre portefeuille, ils sont surtout dans notre tête et dans notre culture. C'est un point crucial, ça. On ne vit pas dans une bulle. Non. Et Kaniyama, avec son expérience africaine, identifie des obstacles culturels très forts. Le premier, c'est la pression de la communauté, de la famille. Dès que quelqu'un commence à réussir un peu, tout l'entourage attend une redistribution immédiate. On doit aider le cousin, payer les études de la nièce. Ce qui, en soi, est une forme de solidarité qui est admirable. C'est là tout le paradoxe. Cette solidarité, qui est une force, devient un frein à l'accumulation de capital. Si chaque chèvre qu'on acquiert doit être immédiatement partagée, sacrifiée, on ne peut pas constituer de troupeau. Kaniyama ne prône pas l'égoïsme. Attention, il suggère de protéger le capital, la chèvre, à tout prix, et de partager les fruits du capital, les chevreaux. Autrement dit, je ne te donne pas ma chèvre, mais je t'apprendrai à élever la tienne, et en attendant, je te donnerai un de ses petits. C'est une distinction subtile, mais absolument essentielle. Et au-delà de la pression sociale, il parle aussi de nos propres croyances. Oui, les croyances limitantes. Il aborde de front cette idée, parfois ancrée dans certaines traditions, que la pauvreté serait une vertu et la richesse un péché. Il déconstruit ça. Pour lui, la prospérité est une bénédiction qui permet d'avoir un impact positif plus grand, d'aider les autres plus efficacement. Il dit que la bonne nouvelle annoncée aux pauvres, c'est la fin de leur pauvreté, pas sa glorification. C'est une perspective assez audacieuse. Très. Et ça montre bien que son approche est globale. Devenir riche, dans sa perspective, ce n'est pas juste un exercice de compta. C'est une transformation profonde de sa psychologie, de ses habitudes et de sa relation à son environnement. Donc en résumé, si on devait distiller le message, la création de richesse selon Kaniyama, ça commence par une révolution mentale. Il faut cesser de voir tout son revenu comme de l'argent à dépenser et sanctuariser une partie, au moins 10%, en la considérant comme une chèvre, un capital sacré qu'on doit protéger, nourrir et multiplier. C'est le passage obligé de la mentalité de consommateur à celle d'investisseur. Et tout ce chemin commence par un premier acte de discipline. Cet effort pour économiser le premier capital, cette première chèvre, même si c'est juste 50 $. Le plus dur, ce n'est pas de gagner beaucoup, c'est de sauver cette première chèvre. Ce qui rend la méthode accessible à tous, en théorie. Ça ne dépend pas du montant du salaire, mais du pourcentage qu'on décide de transformer en capital. C'est la grande force de ce livre. C'est un guide remarquable pour bâtir un capital en partant de zéro. Le message est simple, puissant. Mais une fois qu'on a appliqué ça, ça soulève une question très intéressante pour la suite. Laquelle ? Le livre est un manuel pour passer de 0 chèvre à un petit troupeau. Mais une fois que le capital bâti, comment est-ce que la relation au risque et à l'investissement doit évoluer ? Les principes pour protéger une seule chèvre sont-ils exactement les mêmes que ceux pour gérer un immense troupeau dans un monde financier complexe et volatile ? Le premier défi, c'est de créer le troupeau. Le défi suivant, c'est de le faire prospérer face à des risques qui sont d'une toute autre nature. C'est tout un nouveau champ d'exploration qui s'ouvre.